quoi de mieux que de démarrer cet épisode thread d'horreur par une histoire d'abonnés? Enfin, plus précisément une abonnée. Oui, de temps en temps, je reçois sur mon adresse mail, que tu trouveras en description, juste à côté du bouton s'abonner, tu devrais le trouver, des histoires du coup, témoignages. Et contrairement aux threads d'horreur que je partage sur cette chaîne, on peut affirmer que c'est 100% vrai, donc j'aime encore mieux les raconter. Du coup, si jamais toi aussi tu as une histoire étrange à raconter, va en description et raconte-moi ton histoire, dont je me ferai un plaisir d'écouter, voire de raconter sur la chaîne. Sur ce, je te demande pas de t'abonner aujourd'hui à la chaîne du Joker, car je démarre tout de suite la première histoire. Et donc ce témoignage, cette première histoire, c'est raconté par Bébé, c'est son pseudo. Et je le raconte du coup à la première personne, je le lis comme elle me l'a envoyé. C'était il y a 5 ans, pendant mes années de collège. Pour le thread, on va me nommer Javan. Avec mes amis, on cherchait toujours un peu d'aventure et de frisson. Un jour, notre petit groupe de 5 décida d'explorer une vieille maison abandonnée, au sujet de laquelle circulaient des rumeurs. On disait qu'il s'y déroulait des rituels étranges. Sur le chemin, l'un de mes amis, qu'on appellera Mae, nous dit qu'il y avait un mauvais pressentiment. Une fois devant la maison, il refusa carrément même d'entrer. Il nous a dit même mot pour mot, les mecs, je crois qu'on est observé, j'ai un très mauvais feeling là. Et honnêtement, moi aussi je ressentais cette sensation d'être observé. Donc pour ne pas le forcer, on décida tous de rentrer chez nous. Mais le soir même, en vocal sur la PlayStation, la maison revient dans la discussion. Et là, un autre membre du groupe avoua qu'il avait ressenti également la même chose que Mae. Malgré tout, malgré ce feeling étrange qu'on a tous un petit peu ressenti, on commence à se chauffer pour y retourner un peu plus tard. Et ça ne trompe pas. Une semaine plus tard, nous voilà devant cette fameuse maison. Cette fois, on avait invité 2 autres amis supplémentaires pour se rassurer. On était donc 7 en tout. On avait même pris des pétards au cas où quelqu'un se trouverait à l'intérieur ou pour se défendre tout simplement. Mais on savait qu'on avait peu de chance de s'en servir. On passa du coup par un petit chemin discret, pas très accessible, et une fois dans le jardin de cette maison, 3 d'entre nous, dont moi, entrèrent dans la maison pendant que les autres attendèrent dehors. À l'intérieur, les murs étaient couverts de tags à caractère. Il y avait un escalier, on monta, et là, gros choc, on tombe sur un rat mort, entouré de bougies à moitié dévorées. C'est pas un simple rat mort par là, qui est mort de vieillesse ou mangé par un renard ou je ne sais quoi, c'est vraiment un truc bizarre. Le fait qu'il y ait des bougies autour, qu'ils soient à moitié dévorés, c'est particulier. On essaye d'oublier cette vision et on appelle du coup le reste du groupe pour qu'ils nous rejoignent à l'intérieur. Tout le monde reste figé devant cette scène, sans un mot, avec un regard glacé. Mais on voulait aller jusqu'au bout, alors on monte encore d'un étage. Mae insista à nouveau qu'il ne le sentait pas, mais je réussis cette fois-ci à le convaincre. Au 3e étage, on découvrit un coffre. On tenta de l'ouvrir et quand on y parvient, silence total. La pièce contenait des photos maculées de sang, des morceaux de tissu imbibés et surtout un crâne. Ni humain, ni animal. Vraiment un crâne bizarre. À ce moment-là, on entendit des craquements dans le jardin. Et problème, nous étions tous les 7 en haut de cette maison. On redescendit discrètement et une fois dehors, on vit un homme. Cet homme avait la particularité d'avoir un seul œil valide, mais surtout le visage défiguré. Et il nous dit cette phrase, gravée dans ma mémoire encore aujourd'hui. Alors, vous m'avez trouvé. Maintenant, je vais vous sacrifier. Et puis, il éclata de rire. Noah, le plus costaud du groupe, il faisait de la lutte depuis 6 ans, se jeta sur lui pour le retenir. Le reste d'entre nous prit la fuite et on courait à perdre haleine. Et derrière nous, cet homme hurlait des incantations en criant le nom du diable. Une fois à l'abri, on s'est tous effondrés en larmes et on s'est juré de ne plus jamais remettre les pieds là-bas. On raconta tout ça à nos parents, mais aucun de nos parents ne nous crut, sauf les parents de Mae qui décidèrent de prévenir la police. Et ce n'est que 3 ans plus tard qu'on apprit la vérité. Les os trouvés dans la boîte appartenaient bien à la personne qui apparaissait sur les photos ensanglantées. Cette personne avait disparu depuis 3 ans auparavant et quant à l'homme qui nous avait poursuivis, il n'a jamais été retrouvé. Ce n'était même pas le propriétaire de cette maison. Voilà mon témoignage, je ne peux pas en dire plus parce que j'en sais pas plus et au passage j'adore tes vidéos. Bon ça fait toujours plaisir. Bon moi j'ai bien aimé cette histoire. Bon, maintenant on va attaquer la seconde histoire. Et cette seconde histoire, elle va parler directement du titre de cette vidéo, à savoir d'un journal intime. Et elle m'a fait flipper grave, car franchement, elle pourrait arriver à n'importe qui d'entre nous. Et oui, même à toi qui me regarde. Je vous avoue que depuis que j'ai découvert cette histoire, j'ai vérifié tous les cadres accrochés chez moi. Ça tombe bien, j'en ai pas beaucoup. Installez-vous donc bien et on part direct avec cette histoire et on se retrouve juste après pour débriefer. Et pour cette histoire, on va parler d'Emma, une étudiante en art de 24 ans qui vient tout juste d'emménager dans un appartement ancien d'un centre-ville. Elle a trouvé ce logement à un prix vraiment avantageux pour sa dernière année d'études. Et franchement, elle pouvait pas dire non. C'est moins cher et plus spacieux, donc c'est comme si Emma avait gagné au loto. La propriétaire, elle, une vieille dame qui doit avoir dans les 70 ans, lui a expliqué que l'appartement était inoccupé depuis plusieurs mois suite au départ des derniers locataires. Elle n'a pas trop donné de détails sur pourquoi ils étaient partis, mais à ce prix-là, Emma s'est pas posé plus de questions que ça. Comme on l'a dit, l'appart est plutôt grand pour ce qu'elle paye. Il y a une entrée, un salon, une petite cuisine, une salle de bain et une chambre avec un grand lit. Et niveau déco, c'est assez sobre,
donc c'est parfait. Enfin, mis à part que, niveau déco justement, il y a un grand cadre dans sa chambre avec une photo paysage que la propriétaire a insisté pour laisser. Apparemment, ça faisait partie du charme de l'appartement. Emma explique que les premiers jours se passent plutôt bien, elle range ses affaires, elle fait quelques petits travaux pour rafraîchir un peu les lieux, et c'est pendant qu'elle tente de réparer une plainte décelée dans sa chambre qu'elle fait une découverte étrange. Derrière cette plainte, coincée dans le mur, elle trouve un vieux journal intime en assez piteux état. La couverture est toute abîmée et certaines pages semblent avoir été arrachées. Sur la première page, elle peut lire « Journal de Lucie, 16 ans ». Emma est intriguée, mais ne l'ouvre pas tout de suite. Elle le pose sur sa table de nuit et continue sa journée normalement. C'est la nuit suivante que les choses commencent à devenir bizarres. Emma raconte qu'elle est réveillée en pleine nuit par des bruits étranges, comme des grattements dans les murs. Au début, elle pense qu'il y a des souris ou un truc du genre, mais ces bruits, ils sont pas constants. Ils apparaissent puis disparaissent, comme si quelque chose se déplaçait dans les murs. Emma, malgré tout, elle essaie de s'endormir comme elle peut, mais le sommeil ne vient pas. Et ces bruits commencent sérieusement à lui foutre les pétoches, à lui foutre la trouille. Alors pour s'occuper l'esprit, elle décide de jeter un œil au journal intime qu'elle a trouvé. Les premières pages sont assez banales. Lucie parle de son lycée, de ses amis, de ses petits problèmes d'ado, mais au fil des pages, le ton change complètement. Lucie commence à écrire qu'elle entend des bruits dans les murs la nuit, des grattements, des pas légers, exactement ce qu'Emma vient d'entendre elle-même à l'instant. C'est là qu'Emma commence à flipper sérieusement, parce que c'est une coïncidence beaucoup trop troublante. Elle continue de lire et découvre que Lucie écrit qu'elle a l'impression d'être observée dans sa chambre, surtout quand elle se change ou quand elle dort. La nuit suivante, Emma prend ses précautions. Elle met une chaise contre la porte de sa chambre avant de se coucher, espérant se sentir plus en sécurité. Mais ça change rien. Les bruits sont toujours là et maintenant ils semblent venir du mur où est accroché le grand cadre. Alors on va pas se mentir, c'est le début d'une histoire d'horreur vraiment pour Emma qui commence à regretter d'avoir pris cet appartement. Mais pour le coup, et comme souvent, elle tente de rationaliser. Des bruits dans les murs, surtout dans un bâtiment ancien, tous les abonnés de la chaîne du Joker, ils le savent, c'est pas quelque chose d'anormal. On le sait. Bref, Emma explique qu'elle dort de moins en moins bien. Elle est constamment sur les nerfs, elle sursaute au moindre bruit et elle a cette sensation horrible d'être observée, même quand elle est seule dans son appartement. Et elle dit vraiment qu'au début, elle pense que c'est à cause du journal qu'elle a trouvé et que ça lui monte à la tête. Malgré tout, le lendemain, elle décide d'aller parler à son voisin de palier, un type d'une 50aine d'années qui habite l'immeuble depuis longtemps. Elle lui demande alors s'il connaissait les anciens locataires, notamment si une fille qui s'appellerait probablement Lucie a vécu dans son appartement à elle. Et c'est là que les choses deviennent encore plus flippantes. Le voisin lui explique qu'effectivement, il y a bien une fille du nom de Lucie qui a habité là, mais qu'elle est partie très très vite, et surtout du jour au lendemain. Il raconte qu'un matin, elle a juste disparu, tout bonnement, laissant même certaines de ses affaires dans l'appartement. C'est d'ailleurs même la propriétaire qui a dû faire appel à des déménageurs pour enlever ses affaires. Emma, elle est complètement troublée par cette histoire. Elle retourne dans son appartement et relit certains passages du journal. Dans les dernières pages qui restent, Lucie écrit qu'elle a entendu des bruits de respiration venant du mur, juste derrière le cadre accroché dans sa chambre. Cette même nuit, Lucie, dans son journal intime, jure avoir vu le cadre bouger légèrement. Et cette nuit-là, Emma n'arrive toujours pas à dormir, elle a tout ça dans la tête. Elle fixe alors le cadre dans la pénombre, attendant le moindre mouvement. C'est fou d'être chez soi comme ça, comme Emma, de se sentir constamment menacée, si on peut dire ça comme ça. Bref, à sa place, resterait pas longtemps, mais on connaît rien de sa vie, ça se trouve, elle a pas ses parents qui vivent proches d'elle, donc elle a probablement pas le choix que de rester là. Vient donc 3h du matin environ pour Emma. Elle explique qu'elle entend distinctement un bruit de respiration dans sa chambre. Son sang se glace dans ses veines, elle est paralysée par la peur pendant quelques secondes. Puis, rassemblant tout son courage à deux mains, elle allume brusquement la lumière. Et surprise, la pièce est vide. Mais elle est persuadée d'avoir vu le cadre bouger légèrement quand la lumière s'est allumée. Tout comme Lucie a pu le voir, comme elle l'a indiqué dans son journal intime. Tremblante, Emma approche du cadre et en l'examinant de près, elle remarque quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Un minuscule trou dans le mur, soigneusement dissimulé par le motif sombre du cadre. Et là, à ce moment précis, elle voit quelque chose qui lui glace le sang. Un œil est tout simplement collé juste derrière le mur qui la fixe à travers ce petit trou. Emma hurle de terreur, attrape son téléphone et ses clés et fonce en dehors de sa chambre. Elle court chez son voisin en tambourinant à sa porte, complètement paniquée. Le voisin la fait entrer et appelle immédiatement la police. Quand les policiers arrivent, ils inspectent l'appartement d'Emma et font une découverte effroyable. En enlevant le cadre et en cassant une partie du mur, ils trouvent un passage étroit entre les murs de l'immeuble. Ce passage permet à une personne de se faufiler entre les appartements sans être vue. Ils y trouvent un matelas, de la nourriture, des bouteilles d'eau et des dizaines de photos. Et dans ces photos, des photos d'Emma, mais aussi de Lucie et d'autres locataires qui ont vécu dans cet immeuble, dans cet appartement. Les enquêteurs expliquent que cet espace avait probablement été créé lors d'une rénovation de l'immeuble il y a des années, mais qu'il ne se trouvait pas du tout dans les plans et qu'une personne vivait littéralement entre les murs, ayant la liberté d'espionner les locataires à travers des
trous soigneusement dissimulés par des cadres ou des meubles. L'homme, ou la femme d'ailleurs qui se cachait là, n'a jamais été retrouvé. Il avait disparu avant même que la police n'arrive et quant à Lucie, elle a finalement refait surface en entendant parler de cette histoire. Elle a expliqué aux policiers qu'elle est partie brutalement de l'appartement pour retourner chez ses parents du jour au lendemain à une 50aine de kilomètres de l'appartement et qu'elle n'y était tout bonnement jamais retournée par peur. Emma n'est jamais retournée dans cet appartement non plus. Elle a récupéré ses affaires accompagnée de policiers et a trouvé assez rapidement un nouveau logement. Mais elle explique qu'aujourd'hui encore, elle a du mal à se sentir en sécurité chez elle malgré que tout ça soit derrière elle. Et dernier point ultra important pour moi à aborder, c'est celui de la propriétaire. J'aimerais qu'on en parle un petit peu parce que pour moi, le fait qu'elle ait insisté pour garder ce tableau-là dans cette chambre, c'est un peu étrange. Pour moi, si l'histoire est vraie, c'est évident qu'elle est dans le coup. Mais bon, qui sait? Alors les amis, avant de démarrer cette troisième histoire, je vous le répète encore un petit peu, si jamais vous voulez soutenir la chaîne du Joker, ou si vous aimez mon sourire, vous pouvez vous abonner. Bref, sur ce, trêve de banalité, on va enchaîner tout de suite sur la troisième histoire. Et pour celle-ci, je vais vous parler d'un truc qui a fait flipper notre protagoniste pendant des semaines. Et sincèrement, ça pourrait arriver effectivement aussi à n'importe qui. On va s'intéresser du coup à une femme d'une trentaine d'années qui s'appelle Clara et qui travaille dans le marketing digital. Elle gère les réseaux sociaux pour différentes marques, donc autant vous dire qu'elle est constamment connectée. Son téléphone, c'est pratiquement une extension de sa main. Un mardi soir, alors que Clara rentre chez elle après une journée de travail bien chargée, elle reçoit un colis. Rien d'anormal jusque-là, elle commande souvent en ligne comme beaucoup d'entre nous. Sauf que là, c'est bizarre. Clara n'attend aucun colis. Le paquet est petit, un peu plus grand qu'une boîte à chaussures, emballé dans du papier craft ordinaire. Son nom et son adresse sont écrits directement sur l'emballage, il n'y a pas d'étiquette imprimée et surtout pas d'expéditeur. Elle examine donc le colis sous tous les angles, cherchant un indice sur sa provenance. Mais rien, pas de logo de transporteur, pas de numéro de suivi, rien du tout. Clara commence alors à avoir un peu la frousse, mais sa curiosité prend le dessus. Elle ouvre délicatement le paquet et à l'intérieur, elle découvre un Polaroid retourné face contre le fond de la boîte. Elle le prend, le retourne et ce qu'elle voit lui glace le sang. C'est une photo d'elle prise le matin même devant la machine à café de son bureau. Elle porte les mêmes vêtements que maintenant et sur la photo, elle sourit en parlant à une collègue complètement inconsciente d'être photographiée. Son cœur s'accélère naturellement. Comment est-ce possible pour elle? Qui a pris cette photo? Et surtout, elle veut savoir qui a déposé chez elle cette photo si rapidement, le jour même. Clara fouille alors le reste du colis, mais il n'y a rien d'autre. Juste cette photo inquiétante dans sa banalité. Elle appelle immédiatement sa collègue, celle qui apparaît aussi sur le cliché. Cette dernière est aussi perplexe qu'elle et lui assure n'avoir rien remarqué de suspect ce matin-là. Cette nuit-là, vous l'imaginez, Clara a du mal à trouver le sommeil. Elle vérifie plusieurs fois que sa porte d'entrée est bien verrouillée, elle tire les rideaux et regarde nerveusement par la fenêtre, scrutant la rue à la recherche d'une présence, d'une silhouette qui l'observerait. Mais tout semble normal dehors. Le lendemain matin, elle hésite à se rendre au travail. Elle finit par y aller quand même, mais reste constamment sur ses gardes. Elle examine chaque personne qu'elle croise, chaque coin où quelqu'un pourrait se cacher pour la photographier. La journée se passe sans incident et Clara commence à se dire que c'était peut-être juste une blague bizarre de la part d'un collègue. Pas drôle, certes, mais rien de plus. C'est ce qu'elle pense jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle ce soir-là. Un nouveau colis l'attend, identique au premier, même emballage craft, même écriture manuscrite, même absence d'expéditeur. Les mains tremblantes, elle l'ouvre et encore une fois un Polaroid. Cette fois, c'est une photo d'elle de ce midi en train de manger à la terrasse d'un café près de son bureau. Elle est seule sur la photo, consultant son téléphone, son sandwich à moitié entamé devant elle. La panique évidemment l'envahit. Ce n'est plus une coïncidence ni une blague. Quelqu'un la suit, l'observe, la photographie à son insu et ce quelqu'un sait où elle habite. Elle appelle donc la police pour signaler ces colis inquiétants. L'officier qui prend sa déposition est compréhensif mais lui explique qu'il ne peut pas faire grand-chose pour l'instant. Il n'y a pas de menace explicite, pas de message accompagnant les photos. Il lui conseille simplement de rester vigilante, de noter tout comportement suspect et surtout de garder les colis et leur contenu comme preuve. Et surtout, le problème, je pense pour les policiers, c'est l'absence justement de preuves. En soi, c'est juste 2 enveloppes reçues. On va dire ça comme ça. Donc c'est spécial pour les policiers qui ne peuvent pas vraiment faire quelque chose. Clara passe alors la soirée à appeler ses amis et sa famille, cherchant qui pourrait lui jouer un tour aussi malsain. Personne n'a la moindre idée de qui pourrait être derrière tout ça. Le 3e jour, c'est à son bureau qu'elle trouve un Polaroid, et pas n'importe où. Elle retrouve un Polaroid glissé sous son clavier pendant sa pause déjeuner. Imaginez juste le stress et l'angoisse de retrouver ça sur son poste de travail à midi, juste après avoir été mangé. Cette fois, c'est donc encore une photo d'elle prise la veille au soir à travers la fenêtre de son salon. On la voit assise sur son canapé, au téléphone, visiblement anxieuse, très anxieuse. L'image est floue, prise de loin, mais c'est indéniablement
elle. Faut bien noter pour Clara que non seulement cette personne qui lui joue un mauvais tour sait où elle habite et où elle travaille, mais rien que ça, elle doit se sentir tellement oppressée à ce moment-là que ça doit en être frustrant. Donc tremblante, Clara montre la photo à son supérieur et lui explique la situation. Inquiet, il décide de contacter le service de sécurité du bâtiment et il passe en revue les enregistrements des caméras de surveillance. Et c'est bizarre, il ne remarque rien d'anormal. Personne de suspect n'est entré dans les locaux et aucune caméra n'a capté quelqu'un déposant quoi que ce soit sur son bureau. Donc je pense clairement qu'il y avait simplement pas une caméra qui visait le bureau de Clara à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a personne. Donc vous l'imaginez, cette nuit-là, elle ne rentre pas chez elle. Elle va dormir chez une amie, trop effrayée à l'idée que quelqu'un rôde autour de son appartement. Le jour suivant, Clara prend un jour de congé. Elle reste chez son amie, n'osant même pas mettre le moindre pied dehors. Et pourtant, en fin d'après-midi, son amie revient du travail avec un petit paquet. Un petit paquet trouvé dans sa boîte aux lettres. Avec le nom de notre protagoniste Clara dessus. Comment son harceleur du coup a-t-il su où est-ce qu'elle se trouvait? Dans ce 4e colis, il y a 2 Polaroids. Le premier la montre quittant son immeuble la veille au soir, un sac de voyage à la main, l'air paniqué. Le second est une photo de la maison de son ami, prise de jour, probablement dans la matinée, et ça c'est la goutte d'eau. Vous l'imaginez, l'ami de Clara commence à flipper et même à regretter d'avoir hébergé son ami chez elle, car maintenant c'est sa maison qui est en photo et ça doit être horrible aussi pour elle. Clara retourne alors au commissariat, exigeant qu'on prenne sa plainte au sérieux. Cette fois, l'officier reconnaît que la situation devient préoccupante. Il enregistre officiellement sa plainte pour harcèlement, c'était pas trop tôt, et lui conseille de prendre certaines mesures, de changer ses habitudes, de prévenir ses proches, peut-être même envisager de déménager temporairement. Encore une fois, on sent l'impuissance de Clara face à cette situation et c'est horrible. Pendant les jours qui suivent, elle suit les conseils du policier. Elle séjourne dans un petit hôtel en périphérie de la ville, elle travaille à distance, évite les endroits qu'elle fréquente habituellement et elle fait attention à ne pas publier sur les réseaux sociaux, à ne pas révéler sa localisation en quelque sorte. Et pendant une semaine, rien, pas de colis, pas de photos, pas de signe de son mystérieux harceleur. Elle commence alors à respirer un peu, à se dire que peut-être la plainte a suffi à le faire reculer ou qu'il s'est lassé de faire ça tout simplement. Enfin, c'est ce qu'elle croit jusqu'au jour où elle rentre à son appartement pour récupérer quelques affaires. Sur sa table de cuisine, bien en évidence, il y a une enveloppe, pas de colis cette fois, juste une enveloppe blanche non cachetée. Elle devrait partir, appeler la police et ne pas y toucher. Mais la curiosité, mêlée à la terreur certainement, est plus forte. Elle ouvre cette enveloppe. À l'intérieur, un simple mot écrit à la main. Tu me manques. Et une série de Polaroids, des dizaines, tous d'elle. Certains datent visiblement de plusieurs jours, là où elle pensait être tranquille. Clairement, alors qu'elle pensait être tranquille, Clara subissait, sans le savoir, encore l'harcèlement, toujours d'une personne malveillante. Et ce qui est horrible, c'est qu'on dirait que chaque photo a été prise pas très loin d'elle, donc concrètement, la personne qui la harcèle, c'est une personne qui n'a pas peur de se mettre près d'elle pour tirer des clichés en cachette. Encore une fois, elle va retourner à la police, qui va enfin lui suggérer un bon conseil, celui de prendre une personne de confiance comme garde du corps. En clair, Clara va devoir choisir quelqu'un de confiance pour qu'il surveille constamment son entourage afin de pouvoir identifier à un moment de la journée cette personne, ce harceleur. Clara en parle donc à ses parents qui habitent à une bonne heure de chez elle. Clara n'en avait pas parlé à ses parents pour ne pas les alerter, mais forcément quand elle en parle, sa mère et son père sont fous de rage. C'est alors que son père prend immédiatement les clés de sa voiture, il se met en route, déterminé à suivre finalement sa fille partout sans être repéré afin de détecter cette mauvaise personne qui rôde autour de sa fille. Comme quoi les parents, c'est toujours là pour nous, même quand on est adulte. Je vous le dis, c'est vrai. Clara explique alors le programme de sa journée à son père, qui lui va dormir à l'hôtel pas loin pour ne pas éveiller les soupçons de l'harceleur. C'est alors que dès 7h du matin, le père de Clara est donc en filature, si on peut dire ça comme ça, en train de suivre sa fille jusqu'au boulot pour voir si quelqu'un rôde autour d'elle. C'est prévu qu'à chaque fois qu'elle va sortir du boulot, son père sera pas loin. Idem pour chaque déplacement de la journée. Et ça va faire rapidement mouche. On est donc au premier jour où le père de Clara surveille sa fille. Clara est au supermarché et explique déjà se sentir rassurée que son père n'est jamais très loin, même s'ils évitent de se parler le temps de trouver cette satanée personne qui la prend en photo constamment. Le père de Clara est donc au supermarché quand il suit sa fille de loin. C'est alors qu'il voit effectivement, et pour la première fois de la journée, quelqu'un de suspect. Quelqu'un avec une casquette et des lunettes de soleil qui suit presque Clara. Le père de Clara sent que la pression monte et commence à être de plus en plus sûr de lui que cette personne est louche. Le sang du père de Clara ne fait qu'un tour et il se dirige donc les poings serrés vers cette personne. Et lorsqu'il arrive à quelques mètres de cette personne, le père de Clara voit cette personne, le probable harceleur, sortir son téléphone et faire quelques clichés en direction de Clara. Et là, le père de Clara, même s'il n'était pas sûr
à 100%, il ne fait pas dans la diplomatie. Il attrape cette personne et le projette par terre. C'est alors qu'il voit le visage de cette personne. Visage non méconnu du père de Clara, car c'est tout simplement son ex-petite amie. Clara, qui n'est pas loin dans le supermarché et qui a entendu l'altercation, se retourne et fonce en direction de son papa. Elle-même explique être choquée de voir son ex-petite amie par terre. Elle ramasse le téléphone tombé de son ex, puis ouvre rapidement la section photos. Et là, plus aucun doute, que des photos de Clara. Des dizaines et des dizaines de photos de Clara dans le téléphone de son ex. Alors je vais pas raconter la raclée foutue par le père de Clara à son ex-petite amie, et pour le coup je comprends sa réaction, mais pour elle tout devient plus clair. La rupture datait de plus de 4 mois déjà, et elle pensait être débarrassée de lui. Il était très possessif, il ne faisait que l'appeler durant des semaines, jusqu'à ce que l'ex passe sous silence. Et ce silence, il a été interprété par Clara comme une acceptation de la rupture. Donc elle pensait que tout ça était derrière elle. Mais non, son ex n'avait pas accepté. Il l'observait, la suivait, documentait chaque aspect de sa vie. Clara et son père sont donc retournés à la police avec l'ex et du coup le téléphone, qui fait vraiment office de preuve. Clara explique que ça l'a rassurée que ce soit son ex qui la suivait, plutôt qu'un inconnu malade mental, mais elle raconte que ça fait quand même un choc d'avoir vécu plusieurs jours, voire semaines, sous tension comme ça. Bon, eh bien espérons que l'ex a une interdiction formelle de l'approcher pour toujours, ou en tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter de mieux à Clara. Et c'est ainsi que se finit cette histoire d'horreur. J'espère en tout cas qu'elle vous a fait kiffer. Moi perso, j'ai beaucoup aimé celle-ci, de par la mécanique et autres. En tout cas, si jamais t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like si jamais ça n'a pas été fait. Mets un commentaire, dis-moi ce que tu veux dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir, je lis tous mes commentaires. Et surtout, clique sur le petit bouton juste en dessous, il y a un petit bouton qui s'appelle s'abonner, ça fera toujours plaisir, on est de plus en plus. Merci à toi. Sur ce, je te laisse profiter, bonne soirée, bisous. Perfect.